Bonjour Général Gaston Côté, vous nous recevez ici à Montréal et merci de nous accueillir. Alors, on aimerait bien parler un peu avec vous de l'actualité au niveau sécuritaire. Oui. On a vu dernièrement toute cette controverse à propos des ballons chinois qui survolaient le ciel américain. Et canadien. Et canadien. Alors justement, on a oublié qu'avant d'aller sur le territoire, enfin de passer au-dessus du territoire américain, ils sont passés au-dessus du territoire canadien. Alors, Oui. Combien de ballons sont passés et est-ce qu'on vous-même vous avez pu en abattre et découvrir ce que contenaient ces ballons? Oui, ben en fait, il y a toujours une histoire de ballons qui s'égarent un peu partout parce qu'il faut toujours remettre en perspective aussi qu'un peu partout dans le monde, il y a environ 1800 ballons qui sont lancés dans l'air. Certains sont de basse altitude, mais des ballons qui vont jusqu'à des hauteurs de la stratosphère, bien, il n'y en a pas tellement que ça. Alors, par contre, aux États-Unis, chaque jour, il y en a environ une centaine qui sont envoyés dans l'air. Et au Canada, il y a environ une dizaine aussi qui sont envoyés. Ce sont des ballons qui sont principalement des ballons météorologiques, des ballons aussi qui visent à analyser la qualité de l'air, qui visent à analyser différentes choses, surtout dans le nord canadien, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore dans ce secteur-là. Oui, mais bon, on est bien d'accord que certains de ces ballons envoyés par la Chine sont pas là pour faire des relevés météo, ils sont là pour faire des observations. Alors, quel type d'observations? Bien, d'après ce qu'on peut voir, juste par l'image qu'on a vue de ce ballon et surtout de ce qu'il y avait sous la nacelle, c'était véritablement quelque chose qui pouvait, à ce moment-là, capturer des informations de communication. Évidemment, il faut se rendre compte que présentement, on assiste à une mise à niveau de ce qu'on appelle le système d'alerte du Nord, c'est North Warning System, qui est réellement un élément de coopération entre le Canada et les États-Unis et qui vise justement à identifier et suivre aussi tous les éléments aériens qui pourraient pénétrer dans l'espace aérien de défense du Canada et des États-Unis. Alors, des ballons qui viennent espionner, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, Oui. mais c'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Dans le passé, il y a d'ailleurs eu un de ces ballons-là, qui est un ballon qui provenait de la Russie, d'après ce qu'on a pu voir, et qui a été... on a tenté de l'abattre avec des mitrailleuses, des avions CF-18 canadiens. Ça n'a pas été un grand succès parce que ça prend réellement quelque chose qui peut faire éclater le ballon. Alors, des balles comme telles, ben, les balles vont passer dans le ballon comme tel et le ballon va en quelque sorte se replier sur lui-même et obturer un tant soit peu les trous laissés par les balles. Alors ça prend réellement quelque chose qui, un peu comme ce qui a été fait par le chasseur américain au large de la Caroline, quelque chose qui peut faire éclater le ballon. Et c'est ce qui a été fait, disons, dans l'incident qui nous occupe, c'est-à-dire le ballon chinois qui a dérivé au Canada et puis par la suite aux États-Unis. Alors, l'Ukraine, c'est loin du Canada. Vous pensez que les événements en Europe expliquent aussi pourquoi aujourd'hui on voit un peu plus de ballons peut-être dans le ciel nord-américain? Bien, c'est sûr qu'au début, il faut toujours se rappeler qu'il y a énormément de soucis par rapport à tous les essais de missiles balistiques de la Corée du Nord, ce qui entraîne véritablement une mise à niveau. Il y a un raffinement aussi technologique des radars qui supportent finalement la région de NORAD. Alors, à cet effet-là, ben, ça permet justement d'avoir une vision un peu plus discriminatoire de tout ce qui peut voler. Parce qu'encore une fois, sur les radars, on peut fort bien se retrouver avec un envol d'oiseaux qui vole très serré et qui peut être confondu avec une menace. Alors, ça prend quelque chose d'assez discriminatoire justement pour permettre de se concentrer sur des cibles potentielles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux qui font que eh bien, le Canada et sa partie nord sont finalement un enjeu géostratégique relativement important? Bien, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est sûr qu'on a présentement beaucoup d'attention qui est dévolue avec le Nord, parce qu'il y a quand même, on assiste à une militarisation du Nord, principalement du côté russe. On assiste aussi à une augmentation des vols dans ce secteur-là, puisqu'il y a plusieurs aéroports au nord de la Sibérie et en bordure finalement de la mer, de la mer Arctique, qui ont été activés, remis à jour finalement. Et conséquemment, comme dans le passé, comme au plus chaud, si vous me permettez l'expression, de la guerre froide dans les années 60, on avait quasi hebdomadairement
des bombardiers Tupolev 95 qui venaient, qui entraient dans l'espace aérien canadien. À ce moment-là, ça enclenchait automatiquement la riposte, c'est-à-dire identifier que c'était bel et bien un avion, et par la suite, on l'accompagnait pour s'assurer qu'il sortait de l'espace aérien. Alors, on le voit, de nombreux pays aujourd'hui révisent leur doctrine en matière militaire à cause de ce qui se passe. On voit le retour de guerre conventionnelle qu'on pensait d'un autre temps. On voit cette dimension hybride et asymétrique des guerres. Est-ce que le Canada a aussi entrepris une réflexion sur sa doctrine en matière de sécurité? Bien, je pense qu'il y a un éveil qui s'est fait du côté des politiciens, parce qu'encore une fois, il y a un politicien des années 1920 qui avait dit que le Canada, finalement, est une maison de verre à l'épreuve de tous les conflits. Et ce qui n'est pas tout à fait faux, puisqu'il n'y a jamais eu de conflit sur le sol canadien, du moins pas depuis 1812, alors que les Américains avaient essayé d'envahir le Canada. Alors, le Canada a toujours prêté main forte à toutes les opérations internationales et aussi aux conflits mondiaux. Alors, on a participé évidemment à la Première Guerre mondiale, la Deuxième et la guerre de Corée. Et présentement, notre participation à ce qui se passe en Ukraine se limite surtout à former du personnel, autant du personnel non officier que du personnel officier, avec tous les instruments, toutes les tactiques qu'on espère vont réussir à porter fruit et renforcer l'armée ukrainienne. Général Gaston Côté, merci pour cet entretien. Merci beaucoup.